Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Vous êtes à Matin Bonheur. Nous sommes avec M. Achille Ouman, qui est consultant formateur. Et nous parlons de comment bien commencer sa relation amoureuse. Juste après lui, nous aurons M. Léandre Amontaki, qui est communicateur et qui va nous expliquer comment se fixer des objectifs et les planifier. Et Mme Myriel Colette sera également avec nous tout à l'heure. Et puis, on va faire un bilan des activités de la FENACOVICI. Voilà pour le programme. Mais sachez également que nous allons ouvrir la ligne de téléphone tout à l'heure. Et les questions auront un rapport direct avec le contenu, donc des discussions avec nos différents consultants. Et si vous répondez juste à la question, vous aurez l'opportunité de gagner une chemise de chez Freddy N, une chemise homme. Juste avant la page de publicité, nous posions la question à M. Achille Ouman de savoir est-ce qu'il favorisait le fait que beaucoup de femmes disent à un monsieur qui les courtise qui ne leur plaît pas forcément ou dont elles se méfient un peu en se disant c'est trop beau, je vais d'abord l'observer. Elle dit non, il faut qu'on reste amis. Je préfère qu'on reste amis. Et généralement, l'homme est un peu vexé ou bien frustré. Et puis il dit, moi, qu'est-ce que je vais faire avec de l'amitié? Moi, c'est toi que je veux comme femme. Elle dit, non, pour l'instant, on n'a qu'à laisser ça comme ça. C'est un peu le langage familier qui est utilisé. Oui, c'est bien le langage familier. Et il ne faut pas confondre amour véritable et puis attachement. Vous voyez, l'homme s'attache rapidement, alors que la femme, elle prend son temps. Et puis, dans une relation, on n'est pas obligé d'aboutir à un mariage, dans une relation amicale. Voilà. Il faut observer certaines choses, certaines règles. Est-ce que dans la relation dans laquelle je me suis mise, pour les femmes par exemple, est-ce que je m'épanouis dans la relation? Quand on est ensemble, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai le droit de parler sans me contrôler à tout moment? Sans savoir dire est-ce qu'il va bien prendre la chose ou pas bien prendre la chose, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette personne? À l'inverse, c'est vrai, un homme qui va rencontrer une femme, est-ce que je m'épanouis depuis que je suis dans cette amitié-là? Voilà. Mais c'est rare qu'on se pose ce genre de questions. Généralement, la femme, elle se sent amoureuse. Voilà. Le monsieur lui plaît physiquement, il lui fait des cadeaux. Elle estime que, bon, en tout cas, et puis le reste, on va gérer. C'est un peu comme ça qu'on voit. Le reste, on va gérer, mais très souvent, on n'arrive pas à gérer parce qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut s'écouter soi-même pour dire, est-ce que la relation... Il y a un ressenti personnel à avoir. Ce ressenti-là fait que nous décidons si nous devons continuer la relation de façon amoureuse, la faire jusqu'à ce qu'elle soit fusionnelle ou pas. Voilà. On peut rester juste amis, c'est bon. Est-ce que la relation dans laquelle je me permet de grandir, est-ce que je sens vraiment la relation? Est-ce que je peux aller loin avec cette personne? C'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, des bonnes questions. C'est pas le temps qui nous donne les réponses? Non, le temps, et puis bon, vous êtes avec quelqu'un, et à chaque fois que vous vous voyez, c'est des disputes. Vous voyez, à chaque fois, c'est des disputes, à chaque fois, on n'arrive pas à s'entendre. On dit, bon, ça fait rien, on va aller jusqu'au mariage. Après le mariage, ça va aller mieux. J'ai dit non. Si ça ne va pas avant, ça n'ira jamais après. Mais il y a des statistiques aussi qui disent qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc quand une femme a, comme on dit, pour parler communément, quand une femme a attrapé son mari, elle se dit, bon, il n'est pas parfait parce que nul n'est parfait, il a ses défauts. Mais c'est qui est sûr d'attraper mon mari, on va aller au mariage parce que c'est difficile d'avoir un mari. Il y a ce raisonnement aussi qui tient la route. Alors, là, les femmes ne font pas le tri à ce niveau-là. Vous voyez, même pour manger, vous faites le tri. Pour boire, vous faites le tri. On prend plusieurs bouteilles de soda, vous dites, c'est moi, c'est cette bouteille que je veux. Quand vous, les femmes, vous avez beaucoup de chaussures. Si on prend l'exemple de la chaussure, et vous partez pour acheter une chaussure. Vous arrivez, la chaussure vous plaît. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous ne l'avez pas laissé avant de l'acheter? L'essayer, si? Oui. Si. Bon. Elle vous plaît? Vous essayez d'abord. Donc on essaie un homme. On essaie un homme? Monsieur Ouman. On essaie un homme d'abord. Mais et les conventions? On n'essaie pas une femme n'est pas allouée. Le monsieur en a besoin, il ne peut pas l'essayer. Après, il va dire que non, c'est bon, j'en ai plus besoin. Il va la déposer, il ne l'essaye pas. S'il en a besoin, il la prend, il l'épouse. Sinon, dans ces conditions-là, elle va se faire essayer par tous les hommes. Non, quand j'ai dit essayer. Essayer, c'est quoi? C'est être à côté de la personne et se sentir bien. Voilà. Je vous essaye parce que je suis avec vous. Vous et moi, quand on est ensemble sur le plateau, je me sens bien. Donc, j'aime bien être avec vous sur le plateau. Si je ne me sens pas bien, je ne viens plus. Voilà, c'est tout. Oui, mais essayer quelqu'un. Voilà. Ça veut dire aussi donner l'opportunité à l'homme de dire, attends, j'essaye. Hein.
et je vais réfléchir. Mais finalement, la personne s'engage de moins en moins. Oui. Et puis, on perd la tradition. Le parent voudrait que le monsieur vienne et puis apprécie sa fille. Apprécie. Et puis dise, papa, je voudrais ta fille. Sans pour autant l'avoir essayé. Hein. Alors, parce que ce n'est pas à rendre non plus, comme marchandise. Voilà. Donc, si tu veux vraiment, tu fais ce qu'il faut et ma fille est à toi. C'est à toi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recul dont vous parlez, donc ça peut mener à l'échec alors. Ça, Donc, il mais, faut qu'on oui. travestisse notre manière de penser aujourd'hui. Très, très souvent, ces gens de mariage mènent à l'échec. Regardez les mariages forcés. Ça mène où? Voilà, la femme ne veut pas, mais elle est contrainte de rester là. Et après, on dit, bon, à cause de mes enfants, je vais rester. Beaucoup de femmes vous disent, je reste à cause de mes enfants. Bon, c'est l'erreur qu'elles commettent, il ne faut pas rester à cause des enfants, il faut partir à cause des enfants. Parce que quand vous restez à toute votre amertume, toute votre angoisse, tout ce que vous dégagez de négatif dans la maison va rentrer dans le matériau de construction de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va mal grandir, va mal se former. Imaginez quelqu'un, tu construis un immeuble et qu'il n'y a pas assez de ciment, ou il n'y a pas assez de sable, ainsi de suite. Il faut que les doses soient bien données. Il faut que tout l'amour de cette femme soit donné à l'enfant qui est en train de grandir. Tout l'amour du père soit donné à cet enfant pour que l'enfant grandisse dans des conditions d'épanouissement merveilleuses. Ça qui est intéressant. Mais si un n'est pas content, ça gâche tout et ça nuit aux enfants. Et c'est ce qui n'est pas bon. D'accord, parce que là encore vous soulevez un sujet fort intéressant, mais juste avant je reviens sur le précédent sujet que vous avez développé, qui me dérange dans le sens où ça vient en contradiction avec ce qu'on croyait. C'est-à-dire, nous, quand on était jeunes, on ne pouvait pas dire à un moment à notre mère ou bien à notre père, on s'en va en week-end avec mon ami, mon copain. C'était un crime. Tu ne peux pas dire ça. Ma mère ou mon père va dire, attends, il ne me respecte pas ce monsieur. Alors que ma fille est allouée. Ah, il pense que ma fille est allouée. Il va aller l'essayer et puis la déposer. C'est pas possible. C'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Quand quelqu'un de bien va se présenter, il t'a vu, il t'a apprécié, il évalue ton niveau de vie. Et puis tes aspirations, tu lui plais. Dans ces conditions, je vois s'il te mérite. À ce moment-là, je lui donne ma fille et il ne me la rend pas. Voici la mentalité. Oui, et c'est pour ça qu'avant que le problème arrive au père, il y a la mère qui est complice de la chose. Donc, le monsieur va venir, il va voir la fille, ils sont d'abord amis, ils vont rester ensemble jusqu'à ce qu'il voit que vraiment, quand il est avec cette personne, il est bien, il se sent bien, il est heureux. Dans le cadre de l'amitié. Dans le cadre de l'amitié. Et il va maintenant voir la mère. Et la mère aussi va voir si vraiment le monsieur est bien pour sa fille. Et ainsi de suite. Et puis, et pendant tout ce temps-là, on s'apprécie mutuellement. On est bien. C'est comme, je vous ai pris l'exemple de la chaussure. La chaussure est belle et tout, mais il n'y a pas votre taille. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne la prenez pas? Elle est belle, elle est jolie, elle vous plaît, mais il n'y a pas votre taille. On peut évaluer un homme ou bien l'être que l'on souhaite sans pour autant franchir le pas de la relation amoureuse. Non, je dis, la relation ne doit pas demeurer fusionnelle tant qu'on n'a pas pris le soin de se sentir bien, de regarder en soi-même, est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi? Est-ce que je me sens bien dans la relation? Mais comment on peut savoir ça si on n'est pas avec le monsieur? Comment on peut savoir s'il met la brosse à dents à gauche, à droite, comment il se comporte au réveil si on n'est que amis? Ah oui, mais amis, vous partez déjeuner ensemble? Pas forcément tous les jours. Vous allez au cinéma ensemble, vous allez au concert ensemble, vous sortez voir des amis ensemble. Vous êtes souvent ensemble, ça suffit. C'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on sent. Et surtout pour vous les femmes, vous savez. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours que les femmes ont une intuition bien développée. Ils ont une très grande intuition, sauf pour choisir leur mari. Sauf pour choisir. Sauf pour choisir leur mari. Là, parce que l'intuition lui dit, c'est celui-là qui est bien, parce qu'il y a au moins 5-10 dragueurs, c'est celui-là qui est bien. Mais l'émotion va lui dire, non, c'est cet autre que tu aimes. Il faut prendre celui que tu aimes. Alors que l'intuition lui a dit, c'est que celui, tu lui conviens. Il faut faire la différence entre les deux. Celui que j'aime, est-ce que c'est celui qui me convient? Voilà. Ça, c'est important à comprendre. On doit raisonner comme ça. On ne peut pas être spontané en disant, c'est celui-là vers lequel mon cœur est attiré. Ouais. Ce qui est différent de celui qui me conviendrait. Ah, ça. Maintenant, le choix est difficile à opérer. Le choix est difficile à opérer. C'est pour ça qu'il faut mettre un certain temps. Et quand je dis essayer, par exemple, quand vous allez manger déjà, on peut savoir si la personne vous convient ou pas. Voilà. Non, mais quand le choix s'opère entre les personnes qui nous conviendraient, dont on n'est pas amoureuse, par exemple. Dont on n'est pas amoureuse. Et puis celui dont on est amoureuse qui ne nous convient pas. Très souvent, c'est le cas. Oui.
Très souvent, c'est le cas. Mais dans ce cas-là, je conseille de prendre celui qui vous convient, mais où vous n'êtes pas amoureuse folle. Voilà. Mais est-ce qu'on peut être heureuse avec un monsieur dont on n'est pas amoureuse? Non. Il faut d'abord un petit brin d'amour. Alors, l'idéal, c'est d'avoir celui qui vous convient et dont vous êtes amoureuse. Ah ah. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Mais l'homme idéal, vous savez, il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Mais entre les deux, il est à créer. Vous conseillez d'aller vers celui qui vous convient, et non pas celui dont on est amoureux. Par exemple, c'est valable pour l'homme aussi. C'est valable pour l'homme aussi, parce qu'il y a des femmes avec qui on peut sortir et puis après on dit, bon, on a envie même de s'en débarrasser, dans le thème cru, de s'en débarrasser. Mais on s'assoit et puis on dit, mais qu'est-ce que je lui reproche? Voilà. Elle fait tout bien. Et quand tu rentres chez toi, par exemple, vous êtes en concubinage, la nourriture est faite, le lit est fait, toute la maison est bien tenue, elle fait tout bien, mais je ne sens pas trop la relation, je vais m'en débarrasser. C'est là que les hommes se trompent beaucoup, parce que quand tu ne sens pas la relation, il faut que tu te demandes à toi-même pourquoi tu ne sens pas la relation. Voilà. Il faut que tu aies un grand respect pour toi-même et pour la personne qui est avec toi. Et puis, tu vas voir que en fait, c'est toi qui bloques tout ce système qui devait se mettre en place. Ah bon, comment? Il y a des gens qui sont en couple, mais qui ne comprennent pas que le couple, la femme qu'ils ont, leur permet, par exemple, de faire que les affaires marchent. Voilà. Tu es avec une femme et tout marche bien pour toi. Et puis tu la laisses, tu vas prendre une autre et tout s'écroule. C'est à voir. Voilà, c'est très très important de comprendre que quand tu es avec une personne et que tes affaires marchent, la chance de la personne qui permet que les affaires marchent. Mais d'un autre côté, on retombe sur ce que vous avez dit. Ouais. Qu'un soit malheureux, parce que le monsieur peut ne pas être amoureux de cette femme-là, mais sachant que ses affaires marchent et qu'elle lui a fait des enfants, il la garde là, mais son bonheur est dehors. Après, on prend une deuxième. Une deuxième qui est dehors là-bas. Donc la femme qui est là, elle est malheureuse. Et elle ne peut pas partir parce qu'elle ne fait rien de sa vie, elle s'occupe de ses enfants. Exactement. Et elle va dire qu'elle reste à cause des enfants. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens pour conseiller les couples, pour leur dire que, attention, tu es en train de faire une erreur. Parce qu'il ne sait pas qu'il fait une erreur. C'est ça le problème. Il y a des femmes aussi qui sont avec des hommes et qui les lâchent, qui les laissent tomber et qui après, elles n'en trouvent plus pour se marier. Il y a ça aussi. Il y a du tout. Hein. Il y a du tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement, il faut, quand vous êtes dans une relation, la première chose à faire, inutile de chercher à mentir. Il faut se présenter à l'autre comme on est. Voilà, avec ses qualités, ses tares, ses défauts, comme on est. L'autre vous prend tel que vous êtes ou vous laisse tomber. Mais il ne faut pas montrer le gentleman au début, ou bien la bonne dame au début, et puis après vous commencez par changer. Ça, c'est pas bon. Il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut dire, est-ce que cette relation me convient? Parce que très souvent, on ne voit pas, on voit que j'aime telle personne, je l'aime, c'est elle ou rien, c'est l'homme de ma vie. Mais non, l'homme de ta vie, il y en a 1000 déjà. Donc si celui-là n'est pas là, un autre viendra. Il n'y a pas un homme de ta vie. Non, Dieu ne peut pas créer un homme pour une femme. Non, il y a 1000 hommes, 1 million d'hommes de ta vie qui sont là et qui attendent deux fois. Et puis, il y a des gens qui se mettent dans des relations aussi où vraiment ça ne va pas. Au lieu de couper à la relation pour que quelqu'un d'autre se présente à eux, ils ne coupent pas. Bon, ça ne va pas, mais on reste dedans parce que après, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que... Non. La question, c'est, je vais finir, je vais couper à cette relation pour qu'une autre se présente à moi. Mais des fois, on peut se dire qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Je n'ai rien attrapé, comme on dit, parler communément. Je n'ai rien d'autre en main. Donc, pourquoi lâcher cette relation? Je peux m'en accommoder le temps de trouver autre chose? Non, il ne faut jamais s'accommoder d'une relation parce qu'elle ne peut pas vous élever. Donc, la seule chose qu'elle va faire, c'est de vous tirer vers le bas. Voilà. Quand elle ne peut pas vous élever. Mais les choses ne peuvent pas changer avec le temps? Comment? Avec le temps? Ne peuvent pas changer avec le temps. Oui, mais avec le temps, c'est pour ça que quand on va au mariage, on a des témoins, on a des parrains et tout ça qui vous conseillent. Et on parle et on discute. Mais si rien ne change, fondamentalement, il vaut mieux lâcher. D'accord. Oui. Donc, il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné. Que mal accompagné, il vaut mieux lâcher. Et quand on lâche la personne avec laquelle on est, avec laquelle on ne se sent pas forcément bien, on a des opportunités qui viennent. On a des opportunités qui viennent. C'est quoi? Ce sont des ondes qui se dégagent de célibat? Non, vous voyez, quand vous lâchez au début, c'est difficile. Vous allez... Parce qu'il y a les habitudes qui se sont installées. Voilà, pleurer. Mais avec le temps, tout se remet en place et vous rayonnez. Vous êtes quelqu'un épanoui. Si vous n'êtes pas épanoui seul, vous ne pouvez pas être épanoui à deux. Pour être épanoui à deux, il faut être épanoui seul d'abord.
Voilà. Il faut être tout amour pour soi-même, d'abord et avant tout, avant d'être amour pour les autres. Voilà. On dit il faut aimer les autres. Mais d'abord, je m'aime moi-même avant tout. Bien sûr. Voilà. Avant d'aimer les autres, moi, j'apprends à m'aimer moi-même. D'accord. Alors, ça si on revient sur les points essentiels pour bien démarrer une relation amoureuse, quels seraient ces points essentiels? Alors, la première chose, il faut une amitié sincère et profonde. À partir de cette amitié-là, vous allez regarder dans quel type de relation je me suis mis ou mise. Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce qu'elle doit demeurer sentimentale ou seulement professionnelle? Voyez-vous, il y a des gens qui sont toujours ensemble, mais pour travailler ensemble, du côté professionnel. Ça n'arrive jamais au mariage. Mais ils sont bien ensemble. Voilà. Il y a des femmes avec qui tu vas être tous les jours, et puis un jour, elle va te dire, heureusement qu'on n'est pas sortis ensemble. Parce que si on était sortis ensemble, la relation se serait déjà arrêtée. Il ne faut pas se précipiter dans une relation pour la rendre fusionnelle dès le départ. Non, pas de précipitation. La précipitation est une mauvaise conseillère. Il ne faut pas se précipiter. Donner le temps à la relation d'être, à se bonifier, à demeurer. Parce qu'une relation, elle vit, elle naît, elle vit et elle meurt. Mais il faut la laisser vivre le plus longtemps possible. C'est ça qui est important. Il faut qu'elle vive le plus longtemps possible. Ce n'est pas tout de se marier. Une fois que vous allez être marié, il faut plaire à l'homme tous les jours. Et l'homme aussi doit plaire à sa femme tous les jours. Chacun doit faire des efforts pour maintenir la relation. Voilà. Je dis toujours, il faut cotiser sa femme tous les jours. Et l'homme doit être en même temps l'amant de sa femme. Comme ça, la femme, le mari et l'amant en même temps à la maison. Et la femme aussi, c'est pareil. La maîtresse et la femme, tous les deux sont dans la même entité à la maison. Là où vous vivez mieux. D'accord. Voilà. Ce sont vos derniers propos? Ce sont mes derniers propos. La relation ne peut être fusionnelle que si vraiment vous avez, comme on dit, les atomes crochus, c'est quoi? C'est que vous vous sentez bien tous les deux dans la même relation. Vous êtes dans une relation où vous deux vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous êtes épanoui, vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Ça, c'est important. C'est important. Voilà, à d'autres, vous n'avez même pas le droit de parler à la maison. Là, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Un téléphone, monsieur Ouma? Oui, le 57 11 69 11. 57 11 69 11. Monsieur Achille Ouma, je vous remercie. Merci Marie. À la semaine prochaine. Merci. Nous allons discuter avec monsieur Léandre Domouataki, mais juste avant, nous avons un élément à vous proposer et nous allons découvrir l'environnement de la cordonnerie. À tout de suite. Nous sommes à Bobo. Abibaya, un cordonnier, raconte son histoire. Moi, j'ai appris ça chez Manak. Je travaille avec lui. Il y a longtemps que j'ai travaillé avec lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi-même qui travaille moi seul. Donc, après ça, il y en a qui viennent apprendre avec moi. Tout comme Abibaya, cet homme a opté pour ce métier. Je suis au plateau en bas. Je suis resté là. Si quelqu'un a vu qu'il y a pris un peu de là, il dit bon, je vais venir m'installer en faisant la chaussure en même temps. Voilà comment je suis arrivé ici. Fabriquer ou réparer les chaussures sont entre autres les tâches quotidiennes du cordonnier. Il arrange dessus. Et puis changer de talons, fabriquer les tapettes. Après ça, c'est pour retaper. Et puis ça revient nouvelle. Et puis on fait ça. Quand on fait, il y a les autres qu'on fait 1500, 2000, 2500, 3000, 1800, 1000 francs. C'est-à-dire tu arrêtes nos chaussures, bon, tout ce que tu as gâté sur la chaussure, il essaie de recréer la chaussure encore pour placer, pour vendre aussi. C'est bien. C'est vrai s'ils vendent les chaussures, on vient payer, acheter, c'est bien, c'est joli. À côté du ressémélage, aujourd'hui une technique est de plus en plus utilisée. Il s'agit du forçage. Ceci balaie du revers de la main la maxime selon laquelle les cordonniers sont les plus mal chaussés. Souvent on est bien chaussés. Quand on sort, quand on parlait dans les cérémonies, on est bien chaussés souvent. C'est comme ça, ce que je fabrique. C'est ça, je crois. Abibaya gagne 3000 francs CFA par jour. Le métier de la cordonnerie est donc un métier qui nourrit son homme. Nous sommes avec M. Léandre Domouataki. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment se fixer des objectifs et les planifier? Alors ce qui est important, c'est vrai, la vie est faite d'objectifs. C'est cela. Très bien. Alors comment est-ce qu'on les détermine? D'abord, un objectif,
c'est au-delà d'une promesse, d'un vœu, d'un souhait. L'objectif renferme des critères. Pour qu'on parle d'objectif, il faudrait qu'un élément soit respecté, la précision. Il faudrait que cet objectif soit précis, spécifique. Exemple, une jeune fille peut dire je voudrais des vêtements. Ce n'est pas précis. Donc, c'est un souhait, c'est une promesse qu'elle se fait, mais ce n'est pas un objectif, parce que le critère précision n'est pas respecté. Une jeune fille dit, je voudrais me marier en 2015. Voilà. C'est un objectif. Oui, parce que les autres éléments sont en train de rentrer en ligne de compte. On pourra même l'améliorer. Le deuxième point, c'est le caractère mesurable. Est-ce que cet objectif est quantifiable? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, quand elle dit qu'elle veut se marier, est-ce qu'elle sait avec qui elle va se marier? Est-ce qu'elle a décidé que ce soit son fiancé qui va être son époux? Est-ce qu'elle a déjà désigné une personne, je veux dire, les caractères de cette personne, la taille, la couleur des cheveux, des yeux, la façon dont la personne va s'habiller, ce genre de choses qui pourraient renforcer son objectif pour que cela soit beaucoup plus précis. Et en termes d'évaluation, pour qu'on puisse dire oui, elle va se marier avec un homme qui a une certaine taille. Voilà. Alors que lorsque le caractère mesurable n'est pas mis en avant, on ne peut pas évaluer vraiment son objectif. D'accord. Donc il y a un caractère mesurable. Oui, donc quantifiable. Je précise ma pensée. J'ai l'imagination fertile. Oui, La jeune fille se dit, bon, je suis dans un immeuble, mon voisin du haut est pas mal, comme monsieur. Il n'y a pas trop de femmes qui viennent le voir. Je sens qu'il est célibataire. Il a un enfant, mais il ne vit plus avec la maman. Donc je me positionne. Je m'arrange pour lui envoyer des plats régulièrement. Et puis je me positionne, le monsieur là est célibataire, 2015. Là. On est ensemble, au moins on va se marier. C'est très précis et c'est déjà un point de succès. Ça veut dire que déjà, elle n'a pas pour objectif de séduire n'importe qui. Il y a une personne ciblée avec qui elle envisage secrètement de se marier. C'est un objectif. Ce n'est pas mauvais d'avoir des objectifs précis. C'est même conseillé. Le point suivant, c'est l'action. Voilà, vous venez de le dire. Il faut que cet objectif se traduise par des actions. Il faut que cet objectif soit accessible par des actions. Il ne faudrait pas que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, je voudrais avoir des robes. Et puis, on ne voit pas, est-ce que vous allez vous acheter ces robes? Est-ce que vous allez recevoir en offrande, en cadeau, ces robes? Voilà. Donc, c'est le caractère accessibilité en termes d'action qui fonde vraiment l'objectif. Le point suivant, c'est le caractère réaliste. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la robe qu'elle veut acheter, ce sera une robe sertie de diamants, alors qu'elle a des revenus moyens? Bon, pour revenir à votre exemple, est-ce que le monsieur qu'elle cible, est-ce qu'elle pense vraiment que c'est réalisable? Est-ce qu'elle pourra atteindre ses objectifs si elle le prend comme cible? Peut-être que cet homme est malade. Il peut être physiquement bien portant, peut-être que c'est un malade mental. Alors elle va se dire, oui, elle va se rendre compte que mais c'est pas réaliste, le monsieur il n'est pas tout à fait lui-même. On le voit bien portant, mais il n'est pas lui-même. Alors comment est-ce qu'elle peut envisager réellement de se marier avec lui? C'est après s'être rendu compte de cela qu'elle va dire, ah non, c'est pas possible. Alors le point suivant, c'est le caractère temps. Vous avez parlé de temps, 2015. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin. Il ne faudrait pas dire que je vais me marier à cet homme et puis c'est tout. Il faudrait qu'on voit. Il faut le circonscrire dans le temps. Voilà, il faut le circonscrire dans le temps. Combien de temps je me donne pour atteindre cet objectif? Et lorsque l'objectif est fixé, et bien maintenant on peut avancer au point suivant qui est pourquoi planifier? Parce que l'objectif est fixé. Maintenant, il faut pouvoir amener cet objectif-là à la réalité. Donc comment opérer cette transformation? Donc on peut reprendre les 4 éléments essentiels par rapport à qu'est-ce qu'un objectif? Là, je vais donner des noms. Le caractère précis, le caractère mesurable, le caractère action, le caractère réaliste et le caractère temps. D'accord, donc il y en a 5. 5. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir parce que ce sont des leçons de vie que vous nous donnez en même temps. Hein. On a tous ici en studio des objectifs. C'est cela. Et il faut savoir qu'il y a le caractère temps, il y a la précision, il y a l'opportunité. Plus pragmatique, on peut cibler cela par SMART. S-M-A-R-T. SMART, S spécifique, M mesurable, A accessible, action, R réaliste, T temps.
Smart. Smart, comme en anglais, smart. Ce qui fait qu'on peut plus retenir ces éléments chaque fois qu'on sera en train de penser à un objectif. Nous sommes en janvier, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Nous sommes en entreprise, un directeur d'entreprise veut mettre en action son budget, parce que là aussi on parle de plan, on parle d'objectif. Le budget, c'est la traduction monétaire d'un objectif. Tout à fait. Voilà. Donc en entreprise, on peut l'utiliser, en famille, on peut l'utiliser partout. Tout le monde peut utiliser ces 5 éléments pour pouvoir fixer des objectifs. Smart. Ça, je le retiens personnellement également. Maintenant, le deuxième point, pourquoi planifier? Lorsqu'on planifie, lorsqu'on cherche à réaliser son objectif, cela permet aux leaders de pouvoir se projeter dans le futur. Donc ceux qui ont des objectifs sont des leaders? Ceux qui pensent aux objectifs, naturellement, ce sont les leaders qui le font. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ce sont des personnes qui suivent. Des leaders ou alors qui n'ont même pas des leaders, qui marchent au gré de leur volonté et en fin d'année, bon, ils font un bilan, encore s'ils font des bilans. Et ce qui fait que on a l'impression qu'ils tournent en rond et vraiment ils tournent en rond. D'accord. Voilà. Pour ne pas tourner en rond, il faut avoir un objectif en début d'année et en décembre 2015, on pourra faire le bilan. Tout à fait. Si vous n'avez pas fait d'objectifs, vous n'avez pas établi des objectifs, alors vous ne pouvez pas vraiment faire de bilan. Les deux vont ensemble. Le bilan appelle un objectif, l'objectif appelle un bilan. Très bien. Voilà. Donc, si le leader fait l'effort d'établir des objectifs, alors cela l'aide à se projeter vers l'avenir, dans le futur. Il n'est pas Dieu, c'est vrai, mais il peut se baser sur les réalisations de l'année passée ou les années passées pour se dire que j'ai vécu ceci. Pour ne pas vivre la même chose, eh bien, je fais ceci, je fais cela. C'est l'expérience qui parle. Ce qui fait qu'il pense un peu à tout. Donc, de deux personnes qui font des plans, le plan le plus complet qui pense à tout, eh bien, c'est le plan d'un leader. On sent que cette personne a pensé à tout. Et en entreprise, cela fait la différence. D'accord. Alors, deuxième point, cela incite à coordonner les décisions. Puisque vous avez un objectif, vous avez un plan, vous n'allez pas aller de gauche à droite, vous prenez des décisions qui vont ensemble. Et toutes ces décisions concourent à la réalisation de l'objectif. Le point suivant, c'est les objectifs et la planification aident à donner de la force aux objectifs. Vous êtes en train de faire une réunion, vous dites que je vais faire ceci. Du coup, on vous dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté, ce monsieur? Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit? Mais lorsque vous commencez à expliquer comment vous allez arriver à atteindre cet objectif, alors on vous écoute parce que vous avez déployé des arguments forts en faveur de votre objectif. Et le dernier point, c'est l'objectif et le plan permettent aux leaders d'utiliser sainement les ressources pour ne pas gaspiller les ressources. Voilà. Donc c'est au niveau de ce deuxième point, comment et pourquoi, je dois dire pourquoi planifier. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Pourquoi planifier? J'ai très bien compris qu'est-ce que ça veut dire la planification smart. Maintenant, le pourquoi planifier, il y a 4 points, vous avez cité. J'ai cité 4 points, vous avez bien vu. La planification aide les leaders à se projeter dans l'avenir. Très bien. La planification incite les leaders à prendre des décisions coordonnées. La planification aide les leaders à utiliser sainement les ressources. Et le dernier point, la planification incite les leaders à prendre des décisions qui renforcent l'objectif. La planification renforce l'objectif et permet aux uns aux autres d'adhérer à l'objectif. Parce que vous avez planifié, vous avez montré comment est-ce que vous allez atteindre votre objectif. Du coup, vous sentez une adhésion de ceux qui vous écoutent. Voilà. Donc c'est ce qui concerne pourquoi planifier. Maintenant, quel est le processus de la planification? Comment est-ce qu'on arrive à le faire? De façon pragmatique, je propose un tableau. Un tableau en plusieurs colonnes. La première colonne, c'est l'objectif, déjà que vous avez déjà élaboré. Le deuxième point, c'est comment, c'est-à-dire la stratégie. Comment est-ce que vous allez arriver à atteindre cet objectif? Et la troisième colonne, c'est les ressources. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour pouvoir exécuter cette stratégie et atteindre votre objectif? Et ensuite, le responsable, c'est-à-dire la délégation. Avec qui vous allez pouvoir travailler pour atteindre cet objectif? Donc, pouvoir déléguer des tâches à ces personnes-là. Et la dernière colonne, c'est le calendrier, le début et la fin. Donc, ce qui fait que, si je veux résumer, il y a l'objectif déjà, la stratégie, comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif, les ressources, ce sur quoi vous comptez pour pouvoir atteindre ces objectifs, le responsable, la délégation avec qui vous allez travailler et le calendrier début-fin. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise pourrait utiliser cela pour faire la monture de son budget. Très bien. Voilà. Merci qui est clair. Très bien. Quel est votre mot de fin et puis un téléphone, Monsieur Léandre Damouataki? Le mot de fin, c'est celui-ci. Nous sommes en janvier.
vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un chef d'entreprise, un chef de famille. Je vous conseille vivement de penser aux objectifs de l'année et de réfléchir à la stratégie, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs et de voir avec qui vous allez pouvoir travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs et bien entendu de pouvoir découper ces objectifs dans le temps. C'est-à-dire en janvier, qu'est-ce que je dois faire pour qu'en décembre, je puisse avoir un bilan. Il ne faudrait pas attendre en décembre pour pouvoir faire le point. Chaque mois, il faut faire un bilan. Vous êtes imam, vous êtes prêtre, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une ONG. Il faut pouvoir découper l'année en 12 mois, par exemple. Vous pouvez le faire en semaine, mais bon, on peut le faire en mois pour savoir à la fin du mois, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse déjà corriger, parce que l'objectif, on peut le modeler, on peut le corriger, parce qu'en cours de route, on peut avoir des événements qui viennent influer sur la décision qu'on a prise depuis le début de l'année. Et il faut pouvoir trouver le moyen de pouvoir améliorer ces objectifs et la planification pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez faire un bilan positif. Mais lorsqu'on applique à la lettre ce que vous dites, on a au moins 70% de réussite? Oui, au moins, quand vous dites au moins 70%, c'est déjà bon. Parce que celui qui n'a jamais fait d'objectif, qui n'a jamais fait de bilan, eh bien, il n'a rien gagné. Ouais. Il ne peut même pas quantifier cela. Au moins là, il a quelque chose sous la main, 70%. L'année prochaine, il fera mieux. Parce qu'on est appelé à s'améliorer. Voilà. Très bien. Un téléphone, monsieur?